Profil de draft NBA 2021. Salut, salut. Comment ça va bien? Ça va mon cher Alex? Bon, écoute, impeccable. On est bien, on est là. On regarde au milieu un peu encore avec des finales NBA toujours en cours. Exactement. Et la draft NBA qui approche gentiment. Et la draft NBA qui se rapproche, les JO qui se rapprochent, tout ça. Tout à Il y a fait. plein de trucs qui se rapprochent là. Exactement, vous allez avoir plein de contenu sur Trash Talk. Et donc, comme on a commencé hier, les profils de draft NBA Made in Trash Talk continuent. Chaque jour, cette semaine, vous aurez un petit jeune qui va être observé et décortiqué avec un aspect très méticuleux de la part de Bibi et Alex. Vous pouvez déjà aller voir ce qui s'est passé concernant Kate Cunningham aujourd'hui. Sortez vos meilleurs bras, installez vos tréteaux. Nous allons aller dans la raquette de USC pour parler de monsieur Evan Mobley. Je rappelle quand même les informations importantes avant de démarrer. Évidemment, comme vous le savez, on va faire le profil, les points forts, les points améliorés, une comparaison NBA et ensuite le spot attendu à la draft. Rendez-vous le 29 juillet. Vous le notez tout de suite dans votre agenda. On sera sur la chaîne Twitch de Trash Talk avec 1 milliard de personnes pour vivre la draft et la commenter en direct. Hein, ça va être absolument un classique. Classique, c'est obligatoire. Quand même. Le premier tour, là, on se le fait de A à Z, on décortique tous les pics, on est là, ils ont fait quoi les Kings? Ah ouais, d'accord, ok, avec Simon et tout, enfin voilà quoi. C'est qui en 29? On s'en bat les couilles, Ouais. Bah tiens, il devient incroyable. Ouais, c'est ça. Ça fait toujours plaisir. On aura aussi l'occasion de faire de la mock draft par la suite, puisqu'on sait que vous êtes nombreux à demander plein d'informations sur cette belle QV de draft 2021. N'hésitez pas comme d'hab à aller sur la chaîne Twitch aussi de Trash Talk pour les aller café ou sur le compte Twitter ou sur le site de Trash Talk. Plein d'infos en amont de cette draft 2021. Alex, on va pouvoir commencer, à moins que tu aies un truc à ajouter. Non, c'était très bien, c'était une bonne intro. Parfait. Monsieur Evan Mobley, on était sur le secteur extérieur hier. Attention aujourd'hui, chantier dans la raquette. On commence tout de suite avec le profil, Alex. Le profil, il est grand. Il est grand, il est long, il est tout ça, quoi. C'est-à-dire que moi, là, j'ai dans mes petites notes, ça c'est pas toujours facile d'avoir toutes les infos, mais en gros, de ce que je comprends, c'est un 7-footer de 2m13. Tout à fait. Et on est sur une envergure au bas mot à 2m25. Au bas mot. Ce qui est très grand. 2m25, ça rigole pas du tout. C'est très, 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 très long. En termes de kilos, et on y reviendra, c'est un peu ric-rac dans ma baraque. Il y a vraiment, voilà quoi, il y a pas grand-chose autour des os. On va commencer à 95 kills, là j'ai vu là. On va se rapprocher des 100 kilos, mais en sifflotant quoi. Ouais. Donc ça voilà. C'est un pivot, comme on l'aura compris, capable de scorer, bien capable sûr, de contrer aussi. Capable de très bien défendre, capable de très bien attaquer, avec un joli toucher. On va faire comme d'hab, évidemment, vous savez, les points forts et les points améliorés. Juste pour rappeler, au niveau du cursus, on a gentiment joué du côté de USC, dans la Pac-12, pour notamment essayer de défoncer les adversaires, où parfois on avait un peu l'impression d'être chez le grand garçon qui va sur le playground le samedi matin quand il y a des enfants qui jouent, parce qu'il y a un côté athlétique complètement dingue. Vous le savez, c'est un mot qui a été utilisé ces 10 dernières années en NBA. Unicorne. La licorne. Exactement. Il y a un côté très licorne avec Evan Mobley. Vous pouvez avoir des contre-attaques où en fait il court beaucoup plus vite que n'importe quel joueur, que ce soit guard ou intérieur. Personnellement, je sais que ça va être un peu blasphème pour certains, mais quand je l'ai vu se déplacer, parfois il me faisait penser à Will Chamberlain en termes d'athlète. Ah oui, pas en termes de kilos. Non, mais en termes d'athlète. Non mais vraiment. Enfin genre. Oui, tu le vois se déplacer et tu fais genre, oh my goodness. Juste avant d'arriver sur ça, juste précisons quand même, c'est un fils de joueur. Oui. Son papa était joueur en NBA, était pivot aussi. Son papa est décédé récemment, j'ai vu là, j'avais pas vu l'info passer. Donc fils de joueur, son père a joué dans les années 90, il a pas fait une grande carrière. Eric Mobley il s'appelait. C'est ça. Le papa. Donc quand même, voilà, c'est toujours sympa, ça s'ajoute à un fils de joueur. On sait que les fils de joueurs, ils peuvent, autant ça peut être dur, autant ils ont aussi l'avantage d'avoir déjà une petite idée de ce que c'est, t'as la bonne professionnel et tout machin. Donc, t'es content quand t'es Jaren Jackson Jr. d'avoir papa qui te présente comment ça se passe au niveau statistique. Oui, statistique, vas-y. Vas-y. Non, j'allais partir direct sur ce que t'as ouvert là, c'est-à-dire c'est
Ces aptitudes athlétiques cheloues. Non, mais alors, avant de faire les points forts, je termine le profil en effet. 16,4 points, 8,7 rebonds, 2,4 passes. Juste 3 contres de moyenne, avec évidemment 58% de réussite. Je ne sais pas si on peut dire au shoot ou au volleyball, parce que parfois on avait l'impression que les adversaires, lorsqu'il suffit d'aller en l'air, il n'y a personne d'autre qui peut aller chercher Evan Mobley. On est grand, on est fort, on est athlétique, tout se passe bien. Et donc forcément, on va devoir parler maintenant des points forts d'Evan Mobley, avant de faire les points améliorés. Bon, c'est ce que tu as ouvert d'entrée. Oh putain. Ses aptitudes. C'est-à-dire que le profil physique, il y a un petit côté maigrichon, mais le mec est très très long. Et ben, ça, on a des mecs de 2,13 m avec une grande envergure, on en a déjà vu un paquet arriver en NBA. Ah, mais alors avec cette mobilité, nom de Dieu. Par contre là. Waouh! Parce que là, tu as parlé de quand il court en contre-attaque, il te fait penser à Wilt, c'est vrai. Hein, il peut y avoir de ça, il danse un peu, il y a un petit côté danseuse qui rebondit. Il y a un côté ballerine là, de 2,13 m assez incroyable, mais sa vitesse latérale, là, c'est quel genre de délire ça? Sa vitesse latérale, c'est un gros délire. Il y a du. Par rapport à ce qu'il est grand. Bien sûr. C'est ce qui fait d'ailleurs que, spoiler, pour ceux qui n'ont jamais trop vu Evan Mobley jouer, et d'ailleurs, je le répète, vous pouvez retrouver des matchs complets disponibles sur YouTube. C'est spécial, l'effet visuel est surprenant. C'est hyper excitant parce que tu vois ça très rarement en NBA. Quand Evan Mobley est physiquement sur ses deux jambes, écarte les bras et est en défense, j'ai rarement vu ça à 19 ans. C'est-à-dire qu'il est terrifiant, athlétiquement, en mobilité, en lecture, ce qu'il est capable d'apporter tout de suite, à partir du moment où demain il débarque dans une raquette NBA, on parlera après d'attaque, de ce toucher qu'il a et de sa panoplie, mais défensivement, avec cette mobilité dont tu parles, il y a quelque chose d'assez exceptionnel quand on le voit timer ses contres, l'intelligence qu'il a sur ses timings, c'est-à-dire est-ce que je monte comme un pogo stick sur chaque layup? Non. Parfois, je boxe au rebond et je sais que personne va aller me chercher. Donc, il y a aussi un petit aspect, tiens, par rapport aux grands, très très grands défenseurs de l'histoire de la NBA, on parlait des Anthony Davis qui avait été énorme avec Kentucky, on parlait des Bill Russell, des David Robinson, etc. Evan Mobley, moi, j'avoue, je le vois en défense et je me dis, mais comment tu vas attaquer sur lui en fait en NBA? Surtout qu'en plus, on a vu il y a 3 ans, oui c'est ça, c'est la draft 2018, Jaren Jackson Jr. arrivé. On a vu Jaren Jackson Jr., donc il est un peu moins grand que Evan Mobley, mais il est long quand même et tout. Puis on l'a vu couvrir beaucoup de terrain avec, pour un grand comme ça, une sacrée mobilité latérale et tout. Attention, c'est vrai. Hein. Mais tu vois, par exemple, je trouve que j'ai l'impression qu'Evan Mobley, genre, il comprend déjà mieux le jeu défensif. Quoi. Ah bah, il prend genre, il fait pas les fautes bêtes. Ah bah, il prend moins de fautes. Il fait pas les fautes bêtes et puis il couvre encore plus de terrain. Je veux dire, sa mobilité. Non, c'est trop dur. Je suis très curieux de voir en NBA, mais lui, alors là, t'as peur de rien. Tu switches tout ce que tu veux avec ça, tu t'en fous. C'est ça. Et le nombre de fois où il est là, il est derrière l'écran, il est en drop, en tête de raquette, dans la demi-seconde qui suit, il est en train de contester dans le corner, c'est hallucinant. C'est ça. C'est ce qui fait que notamment dans la NBA d'aujourd'hui et de demain, Evan Mobley, on a vu des intérieurs arriver, on s'est dit tiens, est-ce qu'ils sont jouables, pas jouables? Et vous savez, souvent on arrive en playoff et on se dit ah merde, tel joueur il est difficilement jouable parce que voilà. Evan Mobley est un pivot du présent et du futur de la NBA. C'est-à-dire que dès demain, on est dans des possessions compliquées. C'est un 5 que tu peux mettre dans un money time où tu lui dis ça switch pas, tu défends comme un dingue. On doit attaquer. Non seulement tu peux attaquer avec un joli toucher, c'est-à-dire dos au panier ou en face-up, le petit tir à mi-distance. Il y a un côté parfois un peu Aldridge où il a vraiment le fouetté. Il y a cette capacité déjà à pouvoir sanctionner un petit peu à mi-distance et à distance. Il y a ce toucher qui fait qu'il peut tenter des petits flotteurs. Il y a un côté un peu... tu sens que lorsqu'il a été au playground ou avec son frère, avec qui il était dans la raquette cette année à USC, il s'est souvent amusé avec le ballon. Il est fluide. La balle n'est pas une patate chaude. Je suis d'accord pour le toucher et les flotteurs. Sur le shoot, il sait bien, hein, il sait shooter et pour un grand comme ça, c'est super. Mais juste, je suis un peu moins... Enfin, je suis un peu moins... comment dire? Je mettrais des légers bémols par rapport à ce que tu viens de dire. Voilà. Sûr. Je sais pas si je les mets maintenant. Sur sa gestuelle, sur les timings, c'est-à-dire qu'il relâche très haut, mais... C'est un peu mécanique encore. Je suis pas complètement... je veux bien voir sous pression avec des gros défenseurs sur lui comment il prend les tirs. Ah, mais tout à fait. J'ai besoin de voir. De toute façon, je suis pas encore complètement genre... autant je suis d'accord avec toi sur les petits face-up, sur le poste, là où il m'a vraiment impressionné et qu'il a dû toucher et tout, tu sens qu'il a joué avec son frangin, machin et tout. Autant sur le shoot en global, périmètre...
On va y venir après sur les points améliorés. Voilà. On pourra en effet en discuter en détail sur ce shoot. Pour terminer sur les points forts, évidemment, bon coéquipier, ça a été rapporté notamment par son coach. Allez voir les interviews, notamment qu'elles soient hors match ou après match. On voit que c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, comme tu le disais. Il y a aussi un background familial qui fait, et il y a eu des documentaires qui ont été faits qui montrent aussi que le gamin, voilà, il est bien. Tu sais que tu vas avoir un gamin studieux qui va vouloir taffer tête dur. sur les épaules et tout, là, ça a l'air bien équilibré comme gamin. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et puis en plus, il a l'air intelligent. D'ailleurs, ça se voit sur le terrain. Tu vois qu'il comprend bien le jeu en attaque et en défense. Enfin, tu vois qu'il comprend bien le basket d'une manière générale, en fait. Hein. C'est ça. Il y a eu des comparaisons avec certains joueurs. On le fera après sur son jeu offensif, dans sa capacité, en effet, à pouvoir punir dans les airs. Point fort, évidemment, target tout de suite lorsqu'on met les choses en l'air. Rebond offensif, timing, punition sur pick and roll. Pour essayer d'aller couvrir ça, bonjour, parce qu'en plus, ça peut aller provoquer des lancers. C'est atroce. Ah, c'est clair, le lancer qu'il mettra, en grande partie. Il se déplace bien, il est mobile, il comprend bien aussi quand tu as fait l'écran. Il s'est roulé déjà, en fait. Il s'est déjà bien roulé. Donc non seulement tu le mets un peu n'importe comment, même si la passe elle est foirée, franchement il va aller la chercher, il va la ramasser dans le cercle. Mais en plus il s'est roulé dans le bon timing, avec la bonne trajectoire et tout. Donc non, là je suis d'accord avec toi là-dessus, il est prêt, hein, il peut... Enfin lui... il débarque là, il y a pas mal d'équipes où il va être titulaire. Hein. C'est ça, il pourra être un pivot et dire désolé les gars, ajoutez-moi un petit peu. Et il y a aussi ça comme point fort, évidemment, c'est la marge. C'est-à-dire que Evan Mobley, on va en parler là dans les points améliorés, est un peu léger physiquement. Par contre, Evan Mobley dans 3-4 ans, avec un petit peu plus de viande sur les os, ça peut être très difficile. Je rappelle que regardez des images de Anthony Davis quand il arrive en NBA, il est un peu maigrichon. Regardez des images de Giannis Antetokounmpo quand il arrive en NBA, il est un poilou. C'est pas les épaules d'aujourd'hui. Hein. Regardez les épaules de Kevin Garnett quand il est arrivé en 95 en NBA et qu'on se disait genre damn, en fait, s'il avait un petit peu dans les comparaisons on arrive, déjà, mais on est sur ce genre de garçon. Donc effectivement, t'as raison, il manque un peu de kilos. D'ailleurs, on l'a vu là, comment il s'appelle l'intérieur de Gonzaga là, mince. Timé. Merde. Oui, lui, il l'a bien bougé. Il y a lui, genre, on l'a vu, genre il s'est fait bouger à la viande, quoi. Tu vois ce que j'appelle à la viande, quoi. Il s'est fait bouger à la viande, à l'épaule, au cul et tout. Il s'est fait bouger un peu même pas mal. Bon, ce qui risque de lui arriver d'autres fois en NBA, que ce soit au rebond, que ce soit éventuellement au poste, que ce soit aussi dans des écrans, je veux dire, attention, parce que quand il va poser des écrans et qu'il va se prendre des Kawhi Leonard ou des Jimmy Butler dans le buffet, tu sais que ça va lui faire tout drôle quand même à Evan Mobley. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Jimmy Butler, à mon avis, il est nettement plus lourd déjà qu'Evan Mobley. Donc, autant, par contre, tu vois, il a pas peur, il y va. Ouais. Il y va, quoi, il a pas peur, mais clairement il lui faut combien? Il lui faut quand même pas mal de kilos en plus, lui. Hein. Oui, justement, vu qu'on rentre dans les points améliorés, je n'ai plus le nom parce que je m'étais refait un match complet de Evan Mobley à domicile à USC contre un joueur, un intérieur lituanien typique, c'est-à-dire un peu plus technique, qui est un petit peu plus physique et qui lui est rentré dedans, et parfois il se fait un petit peu secouer. C'est clair que là, pour jouer Memphis et Valanciunas par exemple, parfois ça peut être... Il y a moyen qu'il passe une mauvaise soirée. Je te parle même pas des Jokic ou des Embiid, hein, évidemment. C'est ça. Hein. Attention, mais voilà. Parlons en effet les maintenant kilos, ça sert. Parlons justement maintenant de ces points améliorés. Sur le poids, c'est le premier truc qui vient à l'esprit parce que... Le muscle. C'est ça. Il y a un côté un petit peu skinny, ce qui fait que ce soit en défense, au poste, ou parfois il peut se faire vraiment enfoncer, malgré sa longueur de bras. Au rebond aussi. Au rebond aussi. Et quelque part aussi en attaque, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas cette masse musculaire déjà qui peut faire peur à l'adversaire ou dont il est conscient. Tu parlais tout à l'heure d'un Evan Mobley qui roule bien, tout à fait, mais parfois Evan Mobley, il oublie un petit peu trop qu'en fait, s'il va en l'air, personne ne va aller le chercher. Et donc, il va écarter un petit peu, il va eurostepper, il va vouloir éviter un contact parce qu'il ne va pas absorber le contact autant que d'autres joueurs aimeraient le faire. Et donc, faut surveiller comment est-ce que justement il va rajouter du poids sur sa carcasse parce que parfois, offensivement, il est défendu par un mec qui fait 8 cm de moins, qui a peut-être 5 kg de plus, et ça se termine en fade-away. Et tu te dis genre... mec, genre tu peux littéralement te retourner, faire un flotteur, et en fait, t'es déjà plus grand que lui. Non mais c'est clair, de toute façon...
autant il a des qualités athlétiques absolument incroyables en termes de mobilité qui vont faire de lui un intérieur NBA genre juste ouf, pour peu qu'il y ait des bons passeurs autour et que le ballon circule un peu, genre je pense qu'il peut être ouf, parce qu'en défense, en termes de rideau défensif, d'aide, de rotation et tout, il va être dingue. Ouais. Et alors si en attaque tu commences à bien le servir, s'il n'y aura pas de problème. Par contre, ça reste quand même un jeu physique, ça reste un jeu où, enfin je veux dire, il va se taper des mecs de sa taille, hein. Ouais. Ok, ils auront peut-être des bras un poil moins longs, et encore que attention, il y a des sacrés bébés, tu vois, en NBA, et les mecs vont faire 20 kilos plus que lui par contre. Ah oui, là, c'est un problème ça. 20 kilos, c'est trop, hein, au même poste. Bah, ça il peut va lui vraiment, faire, ouais, tu vois, mal. au rebond et tout, ça va vraiment être un problème, même pour poser les écrans. Enfin, en fait, faut qu'il bosse. Il a quel âge? De toute façon, il a 20 ans. Il a le temps, il peut ajouter du muscle. Et ça, c'est sûr que quelle que soit l'équipe dans laquelle il va arriver, et c'est sûr que les mecs vont le regarder comme ça et lui mettre un trainer spécifique, un gars avec qui il va travailler petit à petit, développer les épaules, le haut du corps, les cuisses, le bas du corps. Enfin, tu vois, il y a toute la carcasse à remplir. À travailler, mais je pense qu'il Tout à a fait. le... Il y a la base. Moi, j'ai l'impression qu'il... Je te dis pas qu'il va faire 115 kilos et qu'il va devenir genre DeAndre Ayton, tu vois. Mais par contre, il peut tout à fait devenir un mec plus dur et tout, qui est dire que, tu vois, bon, peut-être qu'il va pas devenir... Non, on parlait de AD. Non, mais je sais pas s'il va devenir AD, mais tu vois ce qu'a fait KD sur son corps au fur et à mesure des années. Ouais, bien sûr. Qui reste quand même assez skinny, KD, mais quand même plus musclé maintenant. Quand tu vois ce que Kevin Garnett a pu apporter, ou KD, ou Anthony Davis, ou d'autres, ils avaient la base pour pouvoir mettre du poids, justement. Voilà, si c'est bien fait, avec la bonne méthode aussi, il ne faut pas le faire n'importe comment, évidemment. Hein. L'intérieur que je voyais qui avait mis parfois dans la sauce, c'est du côté d'Arizona, c'était tout Bellis. Voilà, pour ceux qui notamment l'ont vu, vous pouvez retrouver le match complet, c'est Arizona contre USC sur YouTube, le match complet est disponible. C'est un match parmi tant d'autres. Dans les autres aspects à améliorer, je sais pas ce que tu en penses, j'avoue qu'il y a un aspect que j'ai besoin de surveiller avec Evan Mobley, qui est cette part d'agressivité. C'est-à-dire que je pense que c'est un joueur qui est tout à fait capable de monter au dunk, postériser des gars, prendre le match à son compte. Et il y a eu des séquences de jeu, on a vu, rien que déjà avec USC, où en fait il dit « Vous me cassez les couilles, je vais mettre 12 points de suite et vous n'allez rien faire. » Mais je me demande quel est son niveau de compétitivité lorsqu'il arrive sur le terrain et il a envie d'être le mec le plus fort tout de suite. Est-ce qu'on est, et ça ne m'étonnerait pas qu'il existe un scénario dans lequel Evan Mobley débarque, et est-ce qu'on est sur un joueur qui est très très fort défensivement dès qu'il arrive en NBA, mais soyons patients avec le jeu offensif, parce que peut-être qu'en fait, les 20-25 points qui sont attendus, parce que c'est un numéro 2, voire 3 de draft, comme on va en parler après, ils viendront un peu plus tard. Je sais pas ce que tu en penses sur le niveau d'agressivité. Bah, j'avoue que j'ai du mal à jauger ça. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est assez compliqué de vraiment savoir avant qu'il soit dans le grand bain. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on peut être déçu. Tu vois, on peut dire « Ah, fait chier, il est soft » ou là, il s'énerve trop vite, ou tu vois, il fait pas ce qu'il faut. Ou alors, on peut être là genre « Waouh, incroyable. Il garde son calme, il défie les mecs. » En fait, il parle pas beaucoup, c'est Tim Duncan, l'autre, tu vois. Non, mais tout à fait. Mais c'est exactement ça. Donc, c'est du que coup, je ne sais pas. Mais je pense que c'est très compliqué de se projeter sur cet aspect-là, parce qu'en fait, tant qu'on ne l'aura pas vu dans le grand bain se faire rentrer dedans par des gros gars tous les soirs, et là, je vais en arriver à mon deuxième bémol qui est dans la continuité des kilos, ça sera difficile de juger son mental. Et donc, mon deuxième bémol, moi, dans la continuité des kilos, tu vois, Bastien, c'est 82 matchs, gros rythme, saison NBA, on nous parle de mid-season tournament, on nous parle de play-in tournament, enfin, on connaît le rythme NBA, c'est un truc de grand malade. Dans la continuité du manque de kilos, de muscles dont on a parlé, donc il va certainement y avoir... ou qu'il soit un programme de muscle ton jeu Evan, quoi. Jusqu'à quel point cette relative fragilité, manque de puissance et de muscle, ça peut le gêner
dans la continuité d'une saison NBA qui quand même a un rythme incroyable. Est-ce que c'est pas un problème pour toi? Est-ce que c'est quelque chose dont il faut se méfier? Moi pas trop, parce que évidemment j'ai pas tout le dossier médical entre guillemets en tête. Je parle pas de blessure là, je parle de tenir le rythme en fait. Ouais, tout à fait. Moi je t'avoue que j'ai pas trop peur, parce que j'ai l'impression qu'on est sur un athlète, tu sais, comme on en croise en fait assez rarement. Pas souvent. Non. On le croise pas souvent, ce genre d'athlète, donc je me dis en fait un mec comme ça, si ça se trouve, en fait il tient, et en fait on est sur un intérieur où le mec s'éclate parce que c'est open court, parce qu'il arrive justement à trouver sa place dans le système dans lequel il est, et que ça va être un bon partenaire de pick and roll ou de pick and pop, et un très bon défenseur. Je comprends ce que tu soulignes, mais moi je t'avoue que là-dessus je suis pas forcément aussi je sais pas si c'est inquiet le terme, mais au moins que je soulève autant le sujet que toi, je dirais. D'accord, ok. Non, moi c'est une question que je me suis posée en le voyant jouer, parce qu'on sait que parfois, tous les ans, on en voit arriver des jeunes joueurs athlétiques et tout en NBA. Mm-hmm. Il y a ceux qui tiennent bien sûr le rythme. Il y a énormément d'athlètes élites, mais il y a ceux qui tiennent le rythme, et il y a ceux qui quand même donnent toujours cette sensation de peiner, quoi, de peiner à enchaîner les games. C'est-à-dire, le mec, un game, il fait 20 points, puis le game d'après, il met 4 points, parce que, voilà, quoi. Alors, ça allait mener en fait, à un point. Le vrai souci, c'est qu'il n'avait pas les jambes au game d'après, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, ils sont en back-to-back, ils ont pris l'avion de Phoenix, où ils ont pris une branlée, et ils ont atterri à Portland, et il y avait Nurkic qui l'attendait, et tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Capella, enfin, tu vois, on la connaît, la NBA. Hein. Tout à fait. Ça me menait justement à ce point dont je parlais juste avant, et tu sais que j'aime bien, avec chaque profil de draft, sortir le terme jurisprudence. Ce n'est pas le même poste, mais lorsque Andrew Wiggins est arrivé en NBA, forte qualité athlétique, joueur capable de faire plein de choses avec Kansas, je remets juste ce sujet sur la table, parce qu'en fait, je me demande juste quel type de compétiteur et agresseur on va avoir, parce que comme tu le dis, quand tu te fais secouer par Nurkic ou secouer par d'autres gars, est-ce que tu as le truc en toi qui fait que tu dis ça suffit les conneries? Donc toi, c'est plus le mental, et moi, c'est plus les kilos. Sur ce point-là, les deux peuvent être liés. Hein. Les deux peuvent être liés. Parce que les deux peuvent t'aider. Bien sûr. Donc, mais sinon, c'est à peu près tout. Hein. Enfin, je veux dire, après, oui, on peut en effet picorer sur le shoot ou voir ce que ça donne. Oui, le shoot, tout à l'heure, je t'ai exprimé mon bémol. C'est parce que. Bien sûr. Après, voilà, c'est parce que. Là, pour le coup, c'est vraiment une impression de visuelle de comment, quand je le vois en match shooter. Ouais. Donc, il comprend bien quand il doit shooter. Il prend pas trop de mauvais shoots. Mm-hmm. Je parle dans le périmètre, hein, en catch notamment. Mm-hmm. Il est même capable off the dribble, de prendre des tirs. Ah oui, bien sûr. Par contre, je suis dans son tir en suspension. Ce qui est incroyable, c'est qu'il shoot de très très haut. Du coup, si tu veux défendre ça, c'est impossible. C'est pour ça que je parlais d'Aldridge. Il y a un côté un peu genre. Contre, oui, mais on va regarder si c'est loupé. Voilà, c'est ça. Mais j'aime pas. Mais je suis pas complètement fan de sa gestuelle. Après, il a 19 ans. Ouais, non, mais complètement. De sa gestuelle, de sa mécanique, je trouve pas ça très smooth, quoi. Ok, voilà. Très bien. Bah, écoutez, on surveillera ça pour voir notamment comment ça rentre. On sait aussi que le shoot, ça va se développer, et on espère que justement ça se développera bien. Et puis des mecs avec des mécaniques de merde et puis qui rentrent leur tir, il y en a plein. Hein. Il y en a plein aussi, ouais, tout à fait. C'est pas ce que je dis pas, attention. Non, mais je vois ce que quand tu veux je dis dire. de merde, tu vois ce que je veux dire. C'est du ressenti, ouais, complètement. Je sais pas, Kevin Martin, il a fait une carrière en sautant sous le menton, le mec. Hein. C'est ça arrive. Ou Sean Marion, c'est vrai, hein. Évidemment. Ouais. Voilà pour les points forts et points améliorés. On va évidemment basculer vers les comparaisons NBA. Vous le savez que voilà, tout au long de ces profils de draft, on sort quelques noms. Il y en a déjà 2-3 qui sont sortis. On a parlé d'Anthony Davis, on a parlé de Kevin Garnett, on a parlé de garçons comme ça. C'est bien, hein, quand même, comme élément de comparaison. C'est clair, j'ai vu du Chris Bosh passer. Je suis moins d'accord, moi perso, mais bon. On avait balancé ça, ouais. Moi, j'ai envie, quand je le vois, j'ai l'insens, je vois un peu du AD jeune, mais il a quand même pas les skills ball handling d'AD, il faut quand même pas exagérer. Non. Il y a du AD KG Yanis. Ah ouais, moi il me fait penser, il y a des trucs où il me fait en défense, il me fait penser au en défense jeune. Ouais. Les longs bras de ouf là, tout maigre là, qui couvrent du terrain à plus quoi savoir en faire. Alors, ouais. Moi, je vais être un peu rétro, throwback. Je sais que ça va être un peu, mais parfois il me fait penser vraiment à des joueurs à l'ancienne. Il me fait beaucoup penser à Ralph Sampson dans cette espèce de freak total. C'est pas mal. Capable de galoper, de monter le terrain, d'être complètement
tentaculaire. Non, un peu mais en Ralph défense. Sampson, t'as raison. T'as vu, Il était immense, Ralph Sampson. Il y a du Ralph Sampson un peu dans son jeu. Bon, Ralph Sampson faisait 2m21, hein, si je dis pas de bêtises, mais il y avait un côté vraiment genre hyper flippant en défense. Je pense qu'il y a aussi... En fait, il y a... C'est dur, il y en a qui vont dire à Houston, genre à Cleveland, genre quoi, comment ça, mais il y a aussi des grands tentaculaires où on ne sait pas ce que ça donne trop en attaque et après ça finit mal. Je ne veux jamais le mettre dans la catégorie de Brendan Wright. Je sais pas si t'en souviens de Brendan Wright qui était venu en NBA, qui était longuissime, je crois qu'il sortait de North Carolina. On se disait genre, waouh, touche l'horloge des 24, let's go, putain le mec, NBA du futur, on y va. Je ne le mettrai jamais dans cette catégorie, mais quitte à balancer plein de noms, parce que là on a quand même balancé combien de Hall of Famer là. Trop. On a balancé un peu trop. C'est bien aussi de mitiger un peu et de dire, j'ai balancé du Markel Fultz pour Kate, donc autant mettre du Brendan Wright pour Evan Mobley. C'est juste un petit ingrédient comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais il est là-dedans. Après, ça va beaucoup dépendre. Le truc, c'est qu'il a tous les outils. Il y a un côté diamant brut. Ça va beaucoup dépendre de lui, de sa force de travail. Donc là, tu parlais de sa mentalité. Alors, sa force de travail, de capacité à progresser. C'est bien de comprendre le jeu et d'avoir des capacités athlétiques incroyables, mais encore faut-il se donner les moyens après de progresser techniquement. Et il a des progrès à faire techniquement. Je pense que par contre, il est élite en défense. Dès demain matin. Ouais. Demain, il arrive en NBA. T'en fais ton 5 titulaire et voilà. Et c'est bon. Et voilà. Tu te débrouilles pour qu'ils prennent pas trop de fautes. Ouais, c'est ça. Tu te débrouilles pour qu'ils comprennent bien. Il va, à mon avis, à la Summer League. Je pense qu'il va jouer cet été. Je rappelle qu'elle est, je crois, du 8 au 17 juillet, un truc comme ça. Je serais pas étonné qu'il y ait des sujets qui sortent en mode putain, il a pris 10 fautes. Parce du 8 au 17 juillet Non. Août, pardon. Ah oui. Du 8 au 17 août. Vu qu'il y a 10 fautes, je crois qu'ils sont autorisés sur les matchs de Summer League pour que les gamins puissent un peu s'habituer au sifflet. À mon avis, il va en prendre 2-3 histoire qu'on lui explique. Mais en effet, il débarque demain, il va être très très fort en défense en attendant de voir comment il explose offensivement. On va faire la dernière section, qui est donc le spot à la draft. Évidemment, vous participez aussi dans les commentaires, ceux qui vont dire « Oh, n'importe quoi, Ralph Sampson !» On va faire le spot à la draft. On avait parlé avec Kate Cunningham du fait qu'il est lock en 1. Il y a eu quelques murmures d'un Evan Mobley à Détroit, mais je pense qu'on va les abandonner tout de suite. Alex, je te pose la question. On est d'accord ? Ça ne descend pas plus bas qu'en 3. Ah oui, oh là là. Malheureux. On fera une mock draft, de toute façon. On fera une mock draft. Mais moi, personnellement, si les Rockets le prennent pas, je ne comprends pas. Voilà. Je préfère être franc avec toi tout de suite. Ouh, bah à mon avis, alors j'ai très hâte, les fans des Rockets sont là. On prend Jalen Green. Ouais. J'en discuterai en plus la Rockets Nation, on s'entend bien et tout, on discute. Il n'y a pas de sushi. Mais alors là, moi je comprends pas. Ah bah vous allez vous régaler le soir de la understand. Vous allez vous régaler le soir de la draft parce que en l'état en tout cas, on se penche beaucoup plus vers Jalen Green à Houston et Evan Mobley à Cleveland. Et on fera le profil de Jalen Green, on fera des mock drafts. Je trouve que t'as encore John Wall, t'as Kevin Porter Jr. Tu peux faire une raquette Wood Evan Mobley. Let's go. Pour le plus grand bonheur de Tom Thibodeau. Non mais franchement. Non mais je comprends. Voilà, les fans de Houston perso, après, et moi je suis pas scout NBA, tout ça, machin, on sait bien. Mais voilà, mon avis perso, c'est prends Evan Mobley. Ok. En l'état, puisqu'on débat évidemment sur ce spot de la draft concernant monsieur Evan Mobley, en l'état, il y a vraiment ce débat de savoir s'il finit ou à Houston ou à Cleveland. Je pense qu'évidemment, si Houston le laisse passer, Cleveland le prend les yeux fermés. On va évidemment pouvoir en discuter après, parce que je sais que les fans des Cavs attendent ça là-dessus aussi sur le profil d'Evan Mobley. Si on regarde juste en tout cas, avant de faire la mock draft, les propos tenus par Raphaël Stone, ce qu'il a envie de faire donc à la tête du management de Houston, ce qu'ils ont envie de développer et leur capacité à prendre un joueur vraiment qui puisse être flashy et contribuer tout de suite, Evan Mobley peut le faire, mais tu as le sentiment, il y a un sentiment en l'état que la tendance mène vers Jalen Green et que donc Evan Mobley tomberait plus chez les Cavs. Après on peut ne pas être d'accord, mais... je ne suis pas d'accord, après... franchement, je suis pas du tout en train de dire que Jalen Green c'est pas un bon pick. Attention, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand t'es les Rockets là, dans la situation où est ta franchise, les joueurs que t'as à développer, Evan Mobley. En fait, je pense que t'as déjà un élite défenseur et je pense que t'as vraiment du potentiel offensif à développer.
Eh ben, écoute. Si ça se trouve, t'es une licorne de malade. Non, mais bien sûr. Et ça se tente de ouf. Quoi. Et ça se tente de ouf. Surtout que t'as déjà les joueurs arrière et tout. T'as déjà des joueurs, quoi. Non, je comprends. Et de toute façon, quand on fera le profil de Jalen Green, on aura l'occasion d'en discuter. Concernant les Cavs, parce que je sais que ça croise les doigts très très fort du côté de Cleveland pour qu'en effet Jalen Green aille à Houston et qu'il tombe du côté de Cleveland. Et Evan Mobley, s'il est sélectionné, évidemment, tu as tout de suite ta raquette qui est gérée parce que tu vas vouloir faire une doublette Darius Garland. En attendant de voir comment se passe le dossier Colin Sexton, bienvenue à New York. On va pouvoir justement développer Darius Garland et Evan Mobley sur les années à venir. Et en fait, tout le débat, c'est autour de Jarrett Allen, en tout cas en l'état, qui est donc Jarrett Allen est éligible à une extension. Tu vas pas prendre forcément Evan Mobley pour en faire un 4. Oh non. C'est vraiment un 5. Complètement. S'il vous plaît, budget Bickerstaff. Ah non. C'est pour ça, tu vois, à Houston, quand même, Christian Wood peut glisser un peu en 4. Il a un shoot, Christian Wood et tout. J'y crois plus, quoi. Non, mais je pense que les Cavs, je comprends, mais je pense que les Cavs ont envie de voir, notamment s'il tombe, tu le prends, évidemment. Tu essaies de voir comment ça se passe avec Jarrett Allen, qui est éligible à une extension, mais si tu le prends, tu peux aussi les faire jouer les deux sur certaines match-ups, parce qu'on sait que Kevin Love, ça sera sur le départ, et après avec Larry Nance Jr., bon, c'est très très bien, mais c'est quand même pas le niveau en termes de potentiel d'un Evan Mobley. Je serais pas étonné qu'il tombe chez Cleveland, quelque part je leur souhaite. Mais oui, tout le débat il est entre Houston et Cleveland. Il est entre Houston et Cleveland, encore une fois je répète, je dis pas que Evan Mobley est forcément un meilleur joueur que Jalen Green, on va faire le profil de Jalen Green dans ces vidéos-là. Je dis juste que là il y a un côté licorne, diamant brut. À Houston, t'as déjà des joueurs arrière et tout. Enfin, non. Voilà. Allez, moi je l'envoie à Cleveland. Moi, et on fera la mock draft. Tu l'envoies à Houston. En attendant de voir justement les montages qui vont avoir lieu sur Twitter avec Evan Mobley et Jalen Green avec différents maillots. Désolé les Raptors, désolé évidemment Orlando et OKC, ça tombera jamais. Non, ça tombera pas là. Ça ne tombera jamais. En attendant de voir en effet ce que peut donner Evan Mobley. Oui, dis-moi. Faudrait que tu ailles faire monter des Jalen Suggs ou Kuminga. Ça me paraît compliqué de les passer devant Mobley quand même, ou devant Green. Ça n'existe pas. Ça me paraît compliqué. Ce scénario n'existe pas. Attention, on part des surprises. L'année dernière, moi je m'attendais pas à voir Patrick Williams en 4. Tout à fait, bien sûr. Donc bon. À voir ce que ça peut donner. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de monsieur Evan Mobley. Où est-ce que vous le voyez? Où sera-t-il drafté? Est-ce qu'on est sur un range all-time à la Anthony Davis et Kevin Garnett? Ou est-ce qu'on va être là genre en fait il n'y a pas assez de kilos et les genoux ils grincent? On vous attend dans les commentaires. Et j'ai envie de dire, Alex, un petit mot de la fin pour toi. Petit mot de la fin, vous plantez pas Houston. Félicitations aux Cavs. On se retrouve demain avec un nouveau petit profil de draft. Des bisous à tous. Ciao. Ciao.